À la Fondation Rovaltin. Ah ça, c'est encore des spray du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette première parenthèse scientifique de l'année 2022 et on en profite pour vous souhaiter une excellente année. Alors nous sommes de retour pour attaquer une nouvelle année pleine de science et nous espérons que la rentrée s'est bien passée pour vous. Alors pour fêter cette nouvelle année, eh bien pour nous rien ne change, hein. Allez, un retour sur une de nos conférences grand public, des actualités scientifiques et l'anecdote de Manon. Alors, autour de la table, également avec moi, rien ne change non plus. Eh bien, toute l'équipe de la Fondation, avec Manon. Bonjour. Damien. Bonjour. Mathilde. Et bonjour. Et Clément. Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, notre thématique porte sur alimentation et substances toxiques. Et c'est le docteur Sylvie Bortoli de l'Université de Paris-Descartes qui était venu nous délivrer cette conférence à l'automne à la médiathèque à l'occasion des 100 ans du département santé de la ville de Valence. Allez, les jeudis, c'est parti. Vous reprendrez bien un peu de science? Alors aujourd'hui avec l'équipe, on parle habitudes alimentaires. Et pour introduire cette thématique, nous vous avons concocté une petite mise en scène estivale. Alors projetez-vous au printemps. Il commence à faire chaud et beau. Les oiseaux chantent. Quoi de mieux qu'un petit pique-nique bien entouré? Alors avec le froid qui fait, vivement l'été, oui. Allons pique-niquer au bord de l'Eyrieux, de la Drôme, où chacun mènera ses mets préparés avec soin, selon les savoir-faire de chacun et chacune. Bon, moi j'ai apporté ma tortilla, Mathilde aura pensé à son pâté en croûte, et Manon n'a pas oublié les raisins. Et rien de tel qu'un bon café après le repas. Alors c'est vrai que ce pique-nique fait envie, mais si on y regarde de plus près, peut-être pas tant que ça, non? Damien, Mathilde, vos plats, ils sont faits maison? Bien sûr que oui. Moi ma tortilla, je l'ai faite maison, bon, mais j'avoue avoir utilisé ma seule poêle en téflon, complètement rayée, et mon huile de friture utilisée pour la 5e fois cette semaine, car j'adore la friture. Personnellement, le pâté en croûte, je l'ai acheté en grande surface. Il est même superbement emballé sous vide avec son petit emballage plastique. Ok, et Manon, tes raisins, ils viennent d'où? Et ben, en cette saison, ouais, ça vient pas du jardin, hein, mais je les ai achetés en grande surface. Ils sont pas bio. Alors moi, de mon côté, hein, le café, évidemment, je l'ai apporté dans un thermos pour qu'il reste au chaud. Et puis surtout, j'ai pas oublié de penser aux gobelets en plastique. Bon, alors évidemment, cette description, elle est vraiment pour l'exemple et non contractuelle. Ne faites pas ça chez vous. Effectivement, on a appris lors de cette conférence qu'on pouvait retrouver des traces de pesticides dans les fruits et légumes, et pour reprendre notre exemple de pique-nique, dans les raisins qu'a apporté Manon. D'ailleurs, selon une étude alimentaire de l'ANSES menée entre 2006 et 2010, 37% des denrées en contiennent. Oui, et dans les viandes, fromages et œufs, comme dans le cas de ton pâté en croûte, Mathilde, il y a aussi des polluants organiques persistants qu'on appelle POP et qui s'accumulent dans les graisses. On en parle beaucoup parce qu'ils sont cancérigènes d'une part et qu'ils ont tendance à rester bien accrochés dans le gras. Ils persistent dans le corps. Bon, en résumé, on peut retrouver des traces de contaminants dans toutes les catégories d'aliments. Il y en a pour tous les goûts. Alors, au-delà des aliments, il me semble qu'il y a également les contenants qu'on utilise chaque jour. L'aluminium, par exemple, pour emballer le reste d'un repas, des gobelets en plastique, un thermos. On sait notamment grâce à la conférence de Sylvie Bortoli que leur utilisation n'est pas sans conséquence. Oui, en effet, on retrouve des substances toxiques dans la composition même de ces contenants. Donc non seulement ils sont délétères pour l'environnement, l'aluminium par exemple, comme tu l'as dit, mais ils sont également capables de migrer vers les aliments que nous ingérons. Et j'ajoute même que ce transfert peut être accéléré, exacerbé par la chaleur. Par exemple, bon, dans le cas de notre pique-nique, le café chaud qui passe du thermos au gobelet en plastique va transporter les molécules chimiques présentes dans ces contenants vers notre corps. Le mode de cuisson n'affecte pas seulement le transfert de certaines substances. Il peut aussi créer de nouvelles molécules toxiques. Le poêle à frire pour ta tortilla, Damien, par exemple, parce que les revêtements utilisés dans ces instruments de cuisson ne sont pas toujours nos alliés. Alors là, tu as raison de le rappeler, parce que dans sa conférence, Sylvie Bortoli nous a alerté sur le mode de cuisson, qui pouvait également produire de nouvelles molécules toxiques. Donc le cas le plus classique, c'est les HAP, qui sont en fait produits quand on fait un barbecue, dans les fumées noires qu'on observe,
qui sont résultats en fait d'une combustion incomplète. L'autre exemple le plus connu, c'est les acrylamides, qui se produisent quand on fait cuire de l'amidon, qu'on retrouve par exemple dans les pommes de terre. Alors ça fait beaucoup de gros mots, mais rassurons-nous, ce n'est pas avec ce seul pique-nique que nous allons être intoxiqués. La nature est plutôt bien faite puisque notre corps est capable d'éliminer ou d'inactiver certaines de ces substances toxiques qui se retrouvent dans nos cellules. Puisque nous mangeons 3 fois par jour, nous sommes exposés de façon chronique à ces substances. Mais j'imagine ce n'est pas le seul facteur d'exposition. Oui, il y a aussi d'autres voies d'exposition aux contaminations, par exemple comme les voies respiratoires, quand on considère la pollution de l'air. Et il y a 3 modes d'exposition principaux, le mode oral, le mode respiratoire et le mode cutané. Et des chercheurs ont cherché à intégrer l'ensemble de ces expositions à des contaminants tout au long de la vie d'un être vivant, depuis sa conception jusqu'à sa mort. Et ça porte un nom, c'est l'exposome. L'exposome, ce sont toutes les expositions environnementales auxquelles est soumis un individu tout au long de sa vie dès la conception, ce qui peut influer sur l'état de santé de cet individu. Plus précisément, ce qui influe sur notre santé, c'est ce qu'on appelle les stresseurs. Les contaminants dont on parle ici, par exemple, sont des stresseurs physico-chimiques. Mais il existe aussi des stresseurs biologiques, comme les virus par exemple, dont on entend beaucoup parler, ou moins évident, les stresseurs psychosociaux, comme la précarité. Alors, pour résumer, il y a le type de stresseur, le niveau d'exposition, mais il y a également le moment de l'exposition. Les êtres vivants ne sont pas sensibles de la même façon à ces facteurs environnementaux au cours des différentes périodes de leur vie. Alors oui, Delphine, on parle même de fenêtre d'exposition. Et le moment où les êtres vivants sont les plus sensibles, c'est la période précoce de la vie. Donc chez l'homme, c'est l'embryon, le bébé jusqu'à 2 ans ou 3 ans, notamment. Alors, en quoi les substances toxiques retrouvées dans l'alimentation peuvent être dangereuses au cours de cette période précoce de sensibilité ? Alors les substances qu'on retrouve dans l'alimentation peuvent avoir des effets perturbateurs endocriniens, ce qui va peut-être jouer sur le développement et avoir des conséquences sur les individus adultes. Les liens de cause à effet sont cependant très difficiles à mettre en évidence car les troubles de développement sont souvent multifactoriels. Alors pour rassurer tout le monde, je précise qu'une étude alimentaire de l'ANSES, encore une fois, a été menée sur l'alimentation infantile, donc de 0 à 3 ans, d'où il ressort qu'il n'y a pas de risque pour plus de 90% des denrées analysées. Alors, l'effet des stresseurs au cours de cette fenêtre de développement chez les êtres vivants est un sujet d'importance pour lequel nous avons besoin de recueillir plus d'informations et de mieux les organiser. Et à ce sujet, Damien vous en parlera un petit peu plus tard au cours de cette émission. Nous organisons avec la SFSE, donc Société francophone de santé environnement, un congrès à ce sujet sur Valence en fin d'année, dont on vous reparlera régulièrement et qui aura pour objet l'étude sur les organismes précoces de l'effet des facteurs environnementaux et également sur les écosystèmes. Mais en ce qui concerne spécifiquement l'alimentation, est-ce qu'on peut limiter ces contaminations ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Alors, heureusement que Sylvie nous a laissé quelques conseils quand même, parce que là, dans cet océan de signaux d'alarme, c'était un peu compliqué. Donc, par exemple, on peut faire attention à la matière première qu'on utilise, donc les aliments, et puis on peut limiter les emballages. Privilégier le verre pour les contenants et le micro-ondes, ou dans le cas de la cuisson à la poêle, privilégier l'inox ou la fonte. Bon, en gros, il faut limiter le plastique et le téflon. Et n'oublions pas, plus ces contenants, plus ces éléments sont vieux, plus c'est dangereux. Ouais, il est important d'ajouter aussi que les préparations maison sont à prioriser face aux plats tout préparés. Le fait maison, c'est bon et rien de pire que les additifs, les colorants, etc. Et au-delà donc de l'alimentation, des produits et des contenants, ne négligeons pas l'importance de l'activité physique, bien sûr. Alors, merci à tous. Et pour résumer rapidement, donc on va retrouver des substances toxiques dans les aliments et les contenants. Attention également au mode de cuisson. Les conséquences de l'exposition à ces toxiques se retrouvent plus ou moins bien renseignées et sont dépendantes de facteurs multiples, notamment du type d'exposition et du moment de l'exposition. Alors cependant, heureusement, tous les produits ne sont pas contaminés et en mettant en place quelques pratiques citées plus haut par Mathilde et Manon, alors on peut favoriser le fait maison par exemple, utiliser des récipients en verre et grâce à ça, grandement limiter la contamination alimentaire. Et alors vous en retenez quoi de cette conférence ? Alors pour ma part, cette conférence m'a permis de prendre du recul sur les contaminants dans l'alimentation. Parce qu'on est vraiment continuellement par les médias
alimenté par un flux continu d'informations. Et là, ça permet de mettre au clair les choses sur le sujet. Et de se rendre compte que c'est complexe, parce qu'on a tout d'abord les aliments, leur contenant, mais également le mode de cuisson. Donc ça veut dire 3 niveaux qui peuvent jouer sur notre contamination par cette voie d'exposition. Et en fait, on peut vraiment essayer d'éviter au maximum ces contaminations. Le fait maison, par exemple, qui a été rappelé par un peu tout le monde, pour éviter les additifs, conservateurs, colorants et autres, c'est un des premiers niveaux sur lesquels on peut jouer. Enfin, donc moi je retiens l'importance de la fenêtre d'exposition, qui est pour moi une des notions essentielles de cette conférence. Et la période mère enceinte nourrisson est la plus sensible, car c'est à ce moment-là que va se développer l'enfant au niveau physique, cognitif, etc. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Damien, sur le fait qu'il fallait vraiment mettre les points sur les i et ce petit tour d'horizon était très pratique pour ça. Et moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est que bien se nourrir, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors, j'enfonce un peu les portes ouvertes, peut-être, mais à regarder, c'est plus insidieux qu'il n'y paraît. Déjà, il faut pouvoir s'informer et se former. Et puis, lors des courses, le fait de favoriser les marchés ou traquer les substances dangereuses sur les étiquettes, c'est extrêmement chronophage. Évidemment, les produits sains, bio, etc., ce ne sont pas les plus donnés. Et puis, pour terminer, favoriser le fait maison, ça veut dire se mettre au fourneau. Et tout ça, ça représente une quantité de temps gigantesque que l'on peut allouer ou non selon nos cadres professionnels, familiaux, notre temps de déplacement journalier. Bref, on n'est pas du tout tous égaux face à cette problématique. Et comme par hasard, les plus exposés, ce sont les populations les plus précaires. Oui, et l'alimentation est au cœur de bon nombre de préoccupations, effectivement, et ce, même s'il s'agit de produits sains. Si on prend l'exemple d'une pomme, par exemple, eh bien, c'est 35 traitements aux pesticides. Donc même les aliments considérés comme les plus sains, les fruits et légumes, peuvent donc contenir des traces d'éléments nocifs pour la santé. Et c'est justement, entre autres, ce que met en lumière Sylvie Bortoli dans cette conférence, que je vous invite à revisionner. Mais heureusement, pas de panique. Aujourd'hui, le bio se développe, tout comme la prise de conscience, bien heureusement. Bien, merci à tous pour ces interprétations extrêmement passionnantes et intéressantes. Et puis, comme l'a dit Mathilde, vous pouvez retrouver Sylvie Bortoli et son intervention sur notre chaîne YouTube. On vous invite à le faire, surtout qu'on a trouvé que c'était une très bonne oratrice. Voilà. Et puis, merci à tous. Et on part pour une petite pause musicale. Je ne sais pas si vous en êtes au petit déjeuner ou si vous pensez cuisiner. Et aujourd'hui, c'est le choix de Mathilde. Et c'est Erykah Badu, Didn't You Know?
Allez, on était en train de parler musique dans le studio et on est tous jaloux parce que Mathilde est allée voir un concert de Marilyn Manson. Allez, longtemps. c'est parti pour les actualités scientifiques. Vous reprendrez bien un peu de science? Alors aujourd'hui, trois actualités et dont deux qui concernent vos droits citoyens. Et cela concerne dans un premier temps la loi climat et air protégé. Alors la loi climat et résilience du 22 août 2021 a inscrit dans le Code de l'environnement l'obligation pour l'État de mettre en œuvre une stratégie nationale qui vise à placer 30%, vous vous rendez compte, 30%, c'est quand même énorme, du territoire national sous protection, dont 10% sous protection forte d'ici 2030. Alors cette stratégie, elle a été publiée en janvier 2021 par le gouvernement, mais aujourd'hui, il s'agit pour le ministère de la Transition écologique de recueillir les avis des citoyens, donc les vôtres, sur la notion de protection forte et surtout sur le choix des zones à protéger en priorité. Alors ça se passe comment? Ça se passe sur leur site sous la forme d'une consultation publique et dépêchez-vous parce que c'est jusqu'au 5 février prochain. Alors pour rappel, les enjeux évidemment c'est de définir ce qu'est une protection forte mais surtout de définir les zones à protéger en priorité. Alors pour rappel, l'article 1er définit une zone de protection forte comme une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques de cet espace sont évitées, supprimées ou significativement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d'une protection foncière ou d'une réglementation adaptée associée à un contrôle des activités concernées. Voilà, et cette protection, elle concerne évidemment aussi bien le territoire terrestre que le territoire marin, et ça, c'est important. Vous pouvez retrouver encore une fois cette consultation sur le site du ministère de la Transition écologique, et on vous invite grandement à faire porter votre voix. Et comme on aime ça, vous entendre et vous écouter, eh bien, nous vous invitons également à l'occasion des élections présidentielles qui, vous le savez, approchent à grands pas. Comme 4 ans auparavant, la FRB, qui est la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, avait interpellé les différents candidats sur leur programme en faveur de la biodiversité. Donc rebelote pour nous cette année, la FRB à nouveau va interpeller les différents candidats sur leur programme et nous avons la chance d'être membres du comité consultatif de cette fondation. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire à laparenthèse-scientifique@gmail.com, ce qui nous permettra de les relayer et de poser vos questions aux différents candidats. Voilà, et puis on parle gestion forestière, une bonne nouvelle. Et oui, je vais vous parler d'une actualité forestière, comme tu as dit. Il a été question de démontrer que les jeunes générations de chênes étaient mieux adaptées au changement climatique. Alors en fait, des experts se sont réunis et ont étudié les variations génétiques de 600 chênes issus de 3 forêts françaises, dans l'Allier, le Perche et la Sarthe. Et donc ces chênes répartis en 4 cohortes selon leur âge. 340 ans, ça paraît énorme, 170, 60 et enfin les petits derniers, 12 ans seulement. Les changements repérés dans le génome de ces arbres prouvent que les chênes sont capables d'évoluer très rapidement, en quelques générations seulement, pour s'adapter aux transformations du climat. Donc les gestionnaires forestiers auraient donc tout intérêt à rajeunir leur population de chênes. Eh bien voilà, une bonne nouvelle, ça veut dire quand même que les jeunes chênes évoluent plus rapidement, une bonne nouvelle pour l'évolution et une bonne nouvelle pour l'adaptation au changement climatique. Allez, c'est parti, on passe à l'anecdote de Manon. Alors, en ce début d'année 2022, on vous propose de partir dans les profondeurs des océans avec François Sarano et ses plus grands amis, les cachalots. Et oui, le docteur Sarano a passé et passe encore sa vie à étudier ces immenses mammifères dans l'océan Indien. Il nous a emmenés le temps d'une soirée dans un monde d'eau et de calamars et de cachalots. Quand on parle de cachalot, on s'imagine tout de suite ce gros cétacé à la tête bossue et angulaire. Un peu chelou, mais dont on apprécie l'air bonhomme. Son nom viendrait d'ailleurs du portugais cachola, qui veut dire grosse tête. Cette bosse caractéristique est en réalité une énorme masse graisseuse repoussant la vraie tête de l'animal bien à l'arrière. C'est bien un mammifère, donc il a besoin d'air pour respirer, ce qu'il fait grâce à ses narines situées tout devant, au bas de la bosse. Attendez, qu'est-ce que je viens de dire? Ses narines? Non, seulement la narine gauche assure la respiration de l'animal. La narine droite a connu un rôle bien différent. Elle fait du cachalot un musicien.
En effet, lorsque l'air y pénètre, il entame un voyage à travers la tête du cachalot. L'air rentre d'abord dans la narine droite, puis est projeté dans une petite poche à l'avant de la tête du cachalot. Cela provoque une toute petite détonation, en gros un petit P. Ce petit son va ricocher contre les parois de cette poche, va ensuite traverser la masse graisseuse de la tête pour venir de nouveau se répercuter contre une poche plus grande à l'arrière de la tête. Tout cela provoque une amplification progressive du petit P initial. Le son qui en sort, appelé clic, est le plus puissant du règne animal. Impressionnant, non ? Il a une sorte de double cornemuse intégrée dans la tête, l'animal. Ok, très bien, mais à quoi leur servent ces sons ? À deux choses. D'un côté, écolocaliser leur proie, et de l'autre, à communiquer entre congénères. En effet, les clics sont un vrai langage, des mots qui s'organisent en phrases, qui sont appelés codas. Notamment, une coda en 8 clics est une demande de contact physique. En d'autres termes, un câlin. Damien s'est d'ailleurs pris de passion pour ce nouveau moyen de communication qu'il expérimente depuis quelques semaines à la Fondation. C'est plus ou moins probant. Un petit exemple, Damien. Donc Damien demande toujours des câlins. Ah non, c'est pas 8 clics là. On sait pas. 3 clics. Mystérieux Damien. Bon, merci beaucoup Manon. Et puis surtout, on remercie chaleureusement François Sarano de nous avoir offert cette conférence en décembre que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et ben, on passe aux actualités de la Fondation. Vous reprendrez bien un peu de science? Alors la première actualité là, à la Fondation, c'est, comme vous le savez peut-être, on soutient la recherche en santé environnement, et particulièrement en écotoxicologie et toxicologie environnementale. Et cette année, nous avons choisi, donc en concertation avec notre conseil scientifique, de financer 3 projets en lien avec le changement climatique. Donc l'idée est de faire le lien entre le changement climatique et les effets des polluants sur l'environnement et leur toxicité. Donc parmi ces 3 projets, 2 projets concernent le milieu marin. Et on a financé donc un premier projet sur les microplastiques et les effets sur les huîtres, avec en plus les effets combinés du changement climatique, donc l'augmentation de la température, la variation du pH par exemple. Un deuxième projet donc qu'on finance également porte sur les effets de polluants émergents sur le bar, donc un poisson marin également, et les effets combinés du changement climatique. Donc les projets sont en cours ou bientôt démarrés. La deuxième actualité de la Fondation, c'est donc, comme le disait Delphine, cette co-organisation d'un congrès scientifique donc en novembre 2022 avec la Société francophone de santé environnement. Et le congrès portera sur les expositions précoces donc soit des êtres vivants en général, donc soit des hommes, soit des êtres vivants, donc animaux, etc. Les effets de ces expositions précoces à des contaminants, quels qu'ils soient, et les conséquences, les répercussions sur l'adulte qu'il deviendra plus tard. Donc, l'idée de ce congrès, ça va être de rassembler autour de la table différents chercheurs donc, de différents domaines, des médecins, des cliniciens, donc praticiens, mais également des écotoxicologues. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre sur le site de la Fondation, car on va communiquer cette année sur ce congrès. Et les associations seront également invitées à y participer, peuvent s'inscrire comme tout le monde également. Tout citoyen peut s'inscrire. Merci, je passe la parole à Mathilde. Oui, merci Damien. Alors, cette fin de mois de janvier, nous avons eu la chance d'organiser une conférence qui s'intitulait Particules fines dans l'air, des composés nanométriques aux impacts planétaires. Conférence passionnante présentée par Christian Georges, qui est directeur adjoint à l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement à Lyon. Cette présentation a fait le point sur l'état de nos connaissances quant aux sources, la chimie et l'impact des particules ultra fines présentes dans l'air. Le replay est disponible également sur notre chaîne YouTube. Et la prochaine conférence grand public à venir, le mercredi 9 février, sera sur la géoscience et la transition énergétique. Ce sera le docteur Benjamin Brigaut qui viendra nous faire un état des lieux sur nos sources d'énergie en France. Sujet brûlant entre énergie nucléaire et énergie fossile. Il va nous introduire à une nouvelle solution, notamment connue depuis longtemps en Islande, mais qui commence doucement à s'imposer chez nous, c'est la géothermie. Nous en saurons plus sur les avantages de cette méthode, mais aussi sur ses limites. Venez nombreux.
Et je conclus avec un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 5 mars. Notez bien, nous co-organisons un séminaire avec la maison Chapoutier à Tain-l'Hermitage sur le thème des arbres et des humains. 3 conférenciers d'horizons divers, une médecin ayant mis en place des jardins thérapeutiques pour les malades d'Alzheimer et 2 directeurs de recherche, l'une spécialiste des arbres et des sociétés et le dernier spécialiste de la symbiose arbre-champignon. Au programme, donc, 3 conférences, des dégustations de vin, un repas et une visite de vigne. Attention, les places sont limitées, réservez vite en vous rendant sur notre site. Merci à tous. Donc, on souligne vraiment la qualité de ce rendez-vous chez Chapoutier. Et puis surtout, merci pour la qualité à tous de vos interventions, parce que c'est toujours un plaisir de partager cette émission avec vous. Merci. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Alors, le mois prochain, ce sera les espèces longévives avec Monsieur Dominique Le Breton. Donc, on parlera d'animaux, de différents types d'animaux. Des éléphants, des tigres, tout ça. On vous embrasse très fort et puis on vous dit au mois prochain. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore des squelettes du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.